C'est effectivement d'arriver à comprendre des phénomènes très naturels. Forcément, on y est confronté tous les jours, mais on ne se pose pas forcément la question. Et alors c'est intéressant de voir qu'en utilisant les disciplines qu'on leur enseigne, on arrive de manière finalement très simple, en relativement peu de temps, à justifier des phénomènes qui ne sont pas forcément très, très simples par eux-mêmes, mais néanmoins qui leur sont accessibles. Il n'y a pas besoin de développer ici des sciences très très élaborées pour parvenir à faire comprendre pourquoi effectivement la couleur apparente du ciel est bleue. Donc c'est ça qui, je pense, est appréciable pour l'étudiant, c'est de se rendre compte qu'il a accès, avec le niveau de connaissance qu'il a à l'heure actuelle, à la compréhension de phénomènes qui sont quand même très importants. Alors l'objectif, c'est effectivement de justifier la couleur apparente. Je mets des guillemets parce qu'effectivement, elle est apparente du ciel, donc la couleur bleue qu'on confère généralement au ciel lorsqu'on nous demande de quelle couleur il est. Mais on va aussi également évoquer la manière dont on peut justifier la couleur du soleil ainsi que des nuages. Alors effectivement, tout au long du 19e siècle, il a été complètement admis que la lumière était représentée par des ondes, c'est-à-dire la forme de sinusoïde infinie qui vous est familière, puisque c'est celle à laquelle vous êtes habitué en sortant du lycée. Et ça marche très bien, puisque effectivement, cette représentation ondulatoire est attestée par tout un tas d'expériences d'optique, à chaque fois en fait que l'on va considérer le phénomène de diffraction et éventuellement le phénomène d'interférence. Et là, tout au cours du 19e siècle, tout un tas d'expériences ont effectivement été parfaitement reproduites, théoriquement, par le biais de cette représentation ondulatoire qui, encore une fois, s'appuie sur cette sinusoïde infinie. Ça marche très bien. Mais évidemment, il y a un moment où ça coince, c'est au début du XXe siècle. Alors effectivement, en 1905, pour être précis, Einstein a essayé de justifier l'effet photoélectrique. Alors l'effet photoélectrique, vous savez, c'est ce qui permet d'ouvrir les portes de supermarché. Et c'est simplement le fait que lorsqu'on va éclairer un matériau, des électrons vont être arrachés à ce matériau. Et si on essaye de reproduire l'expérience en s'appuyant sur ce modèle ondulatoire, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Et en fait, Einstein est parvenu à rendre compte de l'effet photoélectrique en réintroduisant la notion de particules de lumière. Le terme générique, c'est corpuscule. Et cette particule de lumière, c'est ce qu'on appelle maintenant le photon. Ça y est, grâce à Einstein, début 1905, on se rend compte que la lumière est constituée de particules, les photons. Alors vous allez me dire, maintenant, il faut savoir, la lumière, c'est quoi? C'est des sinusoïdes, donc des ondes, ou ce sont des petits grains de lumière, les particules que sont les photons? En fait, il n'y a pas à choisir. C'est les deux à la fois. Alors, une fois qu'on a établi ce rappel sur ce qu'est la définition de la longueur d'onde, on a juste à rappeler que le domaine de longueur d'onde auquel nos yeux sont sensibles est en fait extrêmement restreint puisqu'il s'étale simplement entre typiquement 100 nanomètres et 670, 680 nanomètres. Bon, évidemment, ce sont des moyennes, en fonction des yeux de chacun, il y a des petites variantes. Enfin bon, en gros, c'est entre 400 et 680 nanomètres, disons. Alors, entre ces deux limites, s'échelonnent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le violet pour les basses longueurs d'onde, puis l'indigo, le bleu, le vert qui est situé à peu près au milieu, puis le jaune, l'orange et puis le rouge pour les plus grandes longueurs d'onde. Au-delà de cette longueur d'onde limite, on aboutit dans le domaine des infrarouges et en deçà du violet, on aboutit dans le domaine des ultraviolets. Évidemment, de part et d'autre, on va avoir encore des domaines spectraux bien plus étendus. D'un côté, les rayons X, rayons gamma, enfin tout ce qui est très énergétique, et de l'autre, les ondes radio qui sont les moins énergétiques. Si on combine toutes les longueurs d'onde du domaine spectral visible, on obtient une lumière blanche. Tout simplement parce qu'on combine, de manière à peu près égale, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ceci justifie pourquoi la plupart des sources lumineuses que l'on rencontre sont effectivement blanches. Par exemple, le meilleur exemple qu'on puisse citer, c'est le Soleil. Et on va y revenir dans quelques minutes. Le Soleil émet de la lumière sur une gamme spectrale extrêmement étendue, couvre tout le domaine spectral visible, donc émet aussi bien du violet que du bleu, du jaune, du vert, du rouge, enfin l'intégralité du domaine spectral visible. Donc, le Soleil est blanc pour nos yeux.
C'est aussi la raison pour laquelle les lampes qui nous éclairent ici, qu'on a au plafonnier là, sont à peu près blanches aussi, parce qu'elles émettent sur l'ensemble du domaine spectral visible. Alors on a une légère teinte, en l'occurrence jaune, parce que ça émet un petit peu plus dans le jaune que dans les autres longueurs d'onde. Voilà, mais globalement c'est quand même à peu près blanc. Mais après, la légère teinte est simplement liée au fait que ça ne va pas émettre forcément avec exactement la même intensité dans le violet, dans le vert, dans le jaune et dans le rouge. Ce n'est pas forcément parfaitement équitable. Bon, en l'occurrence, la plupart des sources lumineuses qu'on emploie émettent un petit peu plus dans le jaune. Mais bon, si on mélange tout, c'est du blanc et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Le blanc n'est pas une couleur au sens optique, c'est le mélange de toutes les couleurs. Le noir, c'est l'absence de toute couleur, l'absence totale de lumière, et le blanc, c'est au contraire le mélange de toutes les longueurs d'onde du domaine spectral visible. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour justifier d'abord, puisque c'est le premier objet de cet exposé, la couleur du ciel. Et en fait, le premier élément qui justifie la couleur du ciel, c'est le phénomène de diffusion de la lumière. Et il y a plusieurs phénomènes de diffusion. Celui qui nous intéresse principalement ici, c'est le phénomène de diffusion Rayleigh. Alors, effectivement, il n'y a qu'à regarder dehors le ciel, il apparaît bleu. Là, on en est tous convaincus. Si on demande à un enfant de dessiner un magnifique soleil sur un ciel, 99 fois sur 100, l'enfant il va dessiner un magnifique ciel bleu avec un magnifique soleil jaune qui sera en plus un beau disque avec éventuellement les rayons qui vont darder de chaque côté avec donc une forme d'étoile. C'est pas faux, effectivement, c'est l'impression que l'on a. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est vite dit parce que le ciel, il n'est pas bleu, il est noir. Là, il n'y a pas de doute. Là, il n'y a absolument aucun doute. Photo prise d'un satellite, donc en dehors de notre atmosphère terrestre, on voit ici parfaitement la Terre et la Lune qui se dégagent très clairement sur un ciel noir d'encre. Donc le ciel n'est pas bleu, il est noir, la preuve est là. Ah, alors pourquoi est-ce qu'il est bleu ? Il est bleu parce que, heureusement pour nous, on a de l'atmosphère. On a de l'atmosphère et notre atmosphère terrestre est principalement constituée de deux molécules diatomiques, donc constituées de deux atomes, à savoir la molécule de diazote, N2, constituée de deux atomes d'azote, et la molécule de dioxygène, donc constituée de deux atomes d'oxygène. Alors en fait, si j'évoque ceci, c'est surtout pour mettre en avant que l'atmosphère terrestre, c'est presque exclusivement constitué de deux molécules diatomiques. Et en plus, deux molécules diatomiques qui ont quasiment la même taille. Parce que l'atome d'azote et l'atome d'oxygène, ça a un nombre d'électrons très proche. Donc en gros, on peut considérer que pratiquement toute l'atmosphère est constituée de molécules identiques, ou presque, avec quasiment la même taille. Alors après, les molécules en question, elles sont donc constituées de deux atomes. Alors on va considérer que mes deux points là, ce sont deux atomes, disons, d'azote. Les deux atomes d'azote, ils bougent. L'immobilité, ça n'existe pas. L'immobilité, il faudra avoir la température de 0 Kelvin. Donc, à minima, le mouvement que va avoir la molécule, ça va être un mouvement de vibration. Et ce mouvement de vibration extrêmement rapide a une propriété essentielle qui est justement de diffuser la lumière. Et on va le voir par la suite, c'est effectivement ce qui va nous permettre de rendre compte de la couleur du ciel. Alors en fait, les lois de Rayleigh nous indiquent que les particules diffusent les ondes dont la longueur d'onde est supérieure à la dimension typique de ces mêmes particules. Or, on l'a vu, dans l'atmosphère terrestre, on peut schématiser pratiquement cette atmosphère avec exclusivement des molécules qui ont donc toute une dimension de l'ordre de celle de la molécule de diazote, on va dire de l'ordre du nanomètre, pour fixer rapidement les idées. Et on envoie là-dessus des photons visibles, donc des photons qui ont une longueur d'onde, on est dans le domaine spectral visible, on va dire de l'ordre d'une fraction de micron. Donc une longueur d'onde qui est parfaitement corrélée à celle qui permet d'avoir une diffusion Rayleigh, c'est-à-dire que le photon qui va arriver sur la molécule diatomique va rebondir sans changement de longueur d'onde. Donc par exemple ici j'ai représenté un photon bleu, il a rebondi en ayant exactement la même couleur bleue que le photon incident.
Le mieux, c'est de prendre un exemple pour bien fixer les idées. Je prends ici l'exemple avec deux photons qui correspondent pratiquement aux deux extrémités du domaine spectral visible, un photon bleu et un photon rouge. J'applique tout bonnement la loi en 1 sur lambda 4. Hein. Bon, K est un facteur multiplicatif, peu importe. Ce qui nous importe ici, c'est simplement en relatif. Donc je considère une couleur bleue donc, de longueur d'onde de 480 nanomètres, une couleur rouge de longueur d'onde 650 nanomètres. Puis en appliquant cette simple loi en 1 sur lambda 4, je constate que l'intensité diffusée bleue, c'est 18,8 fois un certain facteur, et que l'intensité de la diffusion rouge, c'est 5,6 fois le même facteur. On constate donc que le rapport entre les deux est de l'ordre de 3. Donc le bleu est beaucoup plus diffusé que le rouge, plus de 3 fois plus diffusé que le rouge. En fait, évidemment, on peut généraliser. Hein. Le violet est plus diffusé que le bleu, qui est plus diffusé que le vert, qui est plus diffusé que le jaune, qui est plus diffusé que l'orange, qui est plus diffusé que le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on considère ici deux faisceaux lumineux, l'épaisseur du trait va ici correspondre à l'intensité du rayonnement. Les deux faisceaux lumineux que j'ai représentés ici vont tomber sur une molécule diatomique. Vous voyez, ici, on a les deux petits atomes, par exemple, donc de la molécule de diazote ou de dioxygène. Pareil là. Si la lumière est bleue, on vient de le dire, ça va beaucoup diffuser. Donc ça veut dire qu'il y aura une petite partie de la lumière qui va aller en ligne droite, mais il y en aura beaucoup qui va partir dans tous les côtés. Voilà, ça va être diffusé, donc rebondir dans toutes les directions. Le rouge est beaucoup moins diffusé, donc ce même faisceau, enfin ce faisceau rouge de même intensité que le précédent, va être beaucoup moins altéré par la traversée de l'atmosphère. Le faisceau rouge, vous voyez ici, perd bien sûr un peu en épaisseur, mais beaucoup moins que le faisceau bleu. Seuls quelques photons vont être diffusés. Alors comme c'est quand même l'idée essentielle qui permet de justifier cette couleur du ciel, j'ai une nouvelle diapositive pour illustrer exactement la même chose. Le soleil émet de la lumière dans toutes les directions, et donc du bleu et du rouge. Je me limite simplement à ces deux couleurs. Donc là-haut, j'ai en fait la même chose que sur la diapositive précédente. Hein. J'ai un rayon lumineux bleu qui arrive sur une molécule atmosphérique et qui a donc de très fortes chances d'être diffusé un peu partout. L'image du bas est sûrement plus parlante. On a ici les différentes molécules dioxygène et diazote. Le Soleil émet de la lumière qui, au fur et à mesure, pénètre dans l'atmosphère terrestre. Hein, évidemment, on schématise ici avec la Terre qui est en bas et le Soleil qui est en haut, en toute logique. Et donc, au fur et à mesure, le faisceau lumineux va rencontrer des molécules qui vont diffuser la lumière. Et on le voit bien ici, on a comme ceci la lumière qui va s'évaser. Une partie va bien sûr continuer à aller en ligne droite, mais beaucoup de rayons lumineux, comme c'est représenté ici, vont être diffusés, donc distribués partout dans l'espace. Donc la lumière s'étale, et elle s'étale de plus en plus au fur et à mesure qu'elle pénètre dans l'atmosphère terrestre. Si maintenant on fait la même chose avec du rouge, le rouge est beaucoup moins diffusé, je l'illustre à nouveau là-haut, voilà, il y a beaucoup moins de chances, la probabilité est beaucoup plus faible pour le dire plus correctement, que le rayon lumineux soit diffusé par les particules atmosphériques, donc il y a au contraire beaucoup plus de chances que la particule continue en ligne droite. Et on le voit bien ici, le faisceau lumineux émis par le Soleil, au fur et à mesure qu'il pénètre dans l'atmosphère terrestre, il est un peu diffusé. Vous voyez ici, il y a un petit peu de lumière rouge qui part sur les côtés, mais sans commune mesure avec ce qu'on a vu juste avant avec le bleu. Le rouge va aller beaucoup plus facilement jusqu'à nous, c'est-à-dire jusqu'à la surface de la Terre. Le résumé est là, en fait, pour cette toute première partie de l'exposé. Ici, j'ai représenté l'évolution en 1 sur lambda 4, qui montre bien que, effectivement, le violet est beaucoup plus diffusé que le bleu, qui est beaucoup plus diffusé que le vert, et puis tout le reste est très peu diffusé. Et donc, la couleur bleue apparente du ciel est simplement liée au mélange des couleurs les plus diffusées dans l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire un mélange de beaucoup de violet, de beaucoup de bleu, d'un peu de vert et de très peu du reste. Donc le ciel est bleu parce que c'est le violet et le bleu qui sont le plus diffusés. Voilà l'explication générale en fait de la couleur apparente du ciel. Pour ça, j'utilise bien le terme qualificatif de apparent. Il est bleu pour nous, pour nos yeux. Alors de façon générale, en fait, vous avez déjà pu le constater, la couleur du ciel va également énormément varier avec l'altitude. Si on est au niveau de la mer, on aura jamais des bleus aussi soutenus qu'à haute altitude.
fait, de façon générale, le ciel va être d'autant plus bleu, enfin d'un bleu d'autant plus soutenu, que l'air est pur et l'altitude élevée. Bah, c'est logique, en fonction de ce qu'on vient de dire. Effectivement, si on est au niveau de la mer, bah, la lumière qui nous parvient a rencontré un très grand nombre de molécules. Et effectivement, la moitié de la masse de l'atmosphère se situe en dessous de 5500 mètres. Ah, donc la diffusion a été extrêmement importante. Le violet et le bleu ont été diffusés à haute altitude, et puis bah, pour arriver jusqu'à nous, il y a du vert qui a été diffusé, et puis on commence déjà à attaquer le orange, voire le jaune et le rouge. Si par contre on reste à haute altitude, comme c'est le cas ici, bah, la diffusion reste encore extrêmement limitée, elle ne s'est limitée qu'au violet et au bleu. Bah, donc on a un mélange de violet et de bleu, très peu du reste, et donc un mélange de violet et de bleu nous donne un bleu extrêmement soutenu, comme l'illustre bien la photo qu'on voit ici. Alors maintenant qu'on a justifié la couleur du ciel, bah, intéressons-nous à celle du soleil. Alors le soleil, bah, maintenant il n'y a plus de suspense, hein, on l'a dit tout à l'heure. Il est blanc. Il est blanc, mais enfin moi quand je demande à mes enfants de faire un magnifique dessin de soleil, ça loupe jamais, et ils me les font toujours jaunes les soleils. Et c'est un peu normal puisque c'est comme ça qu'on a tendance à le voir. Alors ceci dit, ne le regardez pas directement, hein, mettez un filtre, hein, sinon c'est un coup à devenir aveugle. Mais ceci dit, on sait que le soleil est jaune. Je devrais plutôt dire, on sait que le soleil est en apparence jaune. Bah, c'est là encore logique. C'est le complément de ce que l'on vient de dire. On a dit que la lumière initialement blanche du soleil, lorsqu'elle pénètre dans l'atmosphère, elle diffuse d'abord du violet, puis du bleu, et puis un petit peu du reste éventuellement. Mais donc ce qui va arriver jusqu'à nous, c'est une lumière initialement blanche qui a été appauvrie en violet et en bleu. Bah, si elle est appauvrie en violet et en bleu, bah, à contrario, ça veut dire qu'elle conserve un excès de rouge, d'orange, de jaune, et puis il reste quand même un tout petit peu du reste. Et le mélange de tout ça, ça donne du jaune. Voilà. Ce que je voudrais maintenant évoquer, c'est le fait que les couleurs apparentes que l'on vient de justifier ne sont vraies que dans la journée. Effectivement, lorsqu'on est au tout début de la journée ou tout à la fin, le ciel, il a tendance à devenir de plus orange, rosé, disons, et puis bah, pareil pour le soleil, hein, il tend vers le rouge. Hein, quand vous avez vraiment juste à la limite au niveau de l'horizon, il n'est plus jaune du tout, hein, il tend vers le orange, voire le rouge. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'épaisseur d'atmosphère à traverser va varier au cours de la journée. Alors, je rappelle d'abord le cas qu'on vient de détailler, à savoir donc celui où on est au zénith, ou peu s'en faut, donc on est au zénith, c'est-à-dire que le soleil est pile au-dessus de nous, donc midi ou peu s'en faut, enfin bon, d'une bonne partie de la matinée jusqu'à une bonne partie de l'après-midi, ça marche assez bien. On est donc dans le cas de figure qui est représenté ici, où la traversée de l'atmosphère se fait avec une épaisseur très fine. Donc, comme on vient de le dire, la couleur initialement parfaitement blanche du soleil se jaunit progressivement au fur et à mesure que l'atmosphère est traversée, et donc, ce faisant, le ciel progressivement se teinte en bleu. Ça, c'est bon, on vient de le justifier. Mais si maintenant on considère qu'on est à un lever ou un coucher de soleil, voilà, donc la Terre a un petit peu tourné, donc maintenant on est situé là, et donc la lumière solaire, pour parvenir jusqu'à nous, va devoir traverser une épaisseur bien plus importante d'atmosphère. Donc du coup, on se retrouve avec la diffusion très importante du violet et du bleu, mais on commence à attaquer sérieusement la diffusion du vert, du jaune, et puis voir si on est vraiment très près de l'horizon, de l'orange et du rouge. Donc du coup, puisque le violet est resté là-haut, le bleu aussi, le vert n'en parlons pas, on commence aussi à avoir du jaune qui est resté sur les couches atmosphériques plus élevées. Il ne reste plus que de l'orange et du rouge. Donc du coup, le ciel va apparaître, disons, rosé. Et ce qui parvient jusqu'à nos yeux, c'est pareil. Il n'y a plus de violet, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de vert. Il n'y a plus beaucoup de jaune non plus. Ce qui parvient jusqu'à nous, c'est un excédent de rouge et de orange. Donc on va effectivement avoir un soleil qui va tendre vers le rouge. Voilà, tout simplement, encore une fois, parce que l'épaisseur à traverser est plus importante. Puisqu'on en est à regarder en l'air, il reste encore un élément dont on peut justifier la couleur, ce sont les nuages. Alors les nuages, ils sont blancs. Alors ils sont blancs parce qu'en fait,
eux, sont constitués de particules d'eau, liquide ou solide, qui ont une dimension bien supérieure à celle des molécules diatomiques de dioxygène et de diazote. Effectivement, du coup, ces particules vont avoir une dimension qui va être, disons, de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde du domaine spectral visible. C'est-à-dire qu'on va tendre vers le micron, pour le dire très schématiquement. Et du coup, la diffusion qui va se mettre en place est la diffusion dite de Mi. Et la diffusion de Mi, en fait, c'est une diffusion qui est telle que toutes les couleurs sont diffusées exactement de la même manière. Cette fois-ci, le rouge est autant diffusé que le bleu. Et donc, évidemment, toutes les couleurs intermédiaires aussi. Le rouge est autant diffusé que le violet, que le bleu, que le jaune, que le vert. Donc, du coup, la lumière blanche qui éclaire le nuage, elle est diffusée de manière complètement isotrope et équitable dans toutes les directions. Donc, la couleur apparente du nuage, ça va être la couleur de la lumière qui l'a éclairé. Donc, blanche. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va voir effectivement les nuages blancs. Bref, vous voyez bien, quand vous êtes en avion, vous êtes au-dessus, ils sont d'un blanc immaculé. Alors des fois on les voit gris, simplement parce qu'ils se font de l'ombre les uns les autres, hein. C'est simplement la pénombre, hein. S'il y en a beaucoup, s'il y en a très peu, ils restent bien blancs. S'il y en a beaucoup, ils deviennent gris, parce qu'ils se font de l'ombre. Bon, après, il peut aussi y avoir un petit peu d'autre chose que des particules d'eau, parce qu'on va avoir de la pollution, mais enfin, ça reste anecdotique. Donc voilà pour la couleur du nuage. Ce qui m'intéressait, c'était comprendre quelque chose de naturel finalement qu'on observe tous les jours, simplement. Donc peut-être une simple curiosité personnelle, on va dire. Mais effectivement, ça n'a pas de relation propre avec les sciences de la vie ou quoi que ce soit. Donc au niveau de la physique, oui, c'était comprendre les couleurs, en fait, ce qui nous entoure, pourquoi c'est comme ça et pas autrement. C'est des conférences qui ne sont pas obligatoires, donc si je suis venu, c'est aussi parce que ça m'intéressait, mais le fait d'entendre de la part finalement d'un professionnel de la recherche, ça peut donner des idées sur ce quoi il travaille, ce qu'il y a à faire dans ce domaine plus tard. Donc effectivement, rajouter une certaine motivation et puis créer une certaine ouverture d'esprit. Peut-être que certaines personnes, en assistant à ces conférences, n'auraient pas pensé à des choses comme cela.